Bon retour sur ce plateau. Monsieur Christian Penda-Ekoka, vous l'avez dit dès le départ, vous avez toujours été un homme assez libre d'esprit. Vous avez toujours dit ce que vous pensez. J'aimerais rappeler que lorsqu'on faisait nos recherches, par exemple, on s'est rendu compte que le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vous a fait signe d'ailleurs une première fois, je crois que c'était en 90, 91, 92. Pour adhérer à 92, pour adhérer au parti, vous avez refusé. Vous viendrez plus tard, oui, en 96, après, je crois. Voilà, donc c'est juste pour dire que vous avez toujours eu cette position-là assez libre. Mais là, maintenant, on se dit, bon, on est en pleine campagne électorale. Pourquoi maintenant le mouvement agir? Pourquoi maintenant? Parce que c'est le moment. C'est le moment, c'est un moment critique. Pour vous, quels sont les critères sur lesquels vous vous êtes basé pour estimer que ça va, que c'est le moment crucial? Vous voyez, c'est la courbe qu'on est en train de prendre là du point de vue de la croissance. Si nous ne redressons pas ça, ce sera perdu. Mais vous pouviez conseiller le président Paul Biya, puisque les candidats pour un 7e mandat, non, parce que moi, je demande pour lui montrer comment redresser la barre. Non, là, vous avez décidé. Moi, je demande au président, j'explique cette affaire. Si vous voyez, c'est comme une famille. Dans une famille, avec un père qui a vraiment travaillé dur, hein, n'est-ce pas, pour le pays, il y a un clan qui est en train de lui demander de rester. Mais ce clan qui est en train de lui demander de rester, c'est pour son propre intérêt. En fait, ils sont en train de le prendre pour leur agneau sacrificiel, pour leur agneau expiatoire, pour leur bouc émissaire, pour les protéger. Et je ne sais pas de quoi, c'est eux-mêmes qui savent pourquoi ils le font. Mais ils veulent le tuer au labeur. Alors que l'autre camp auquel ils appartiennent, lui dit, vraiment, vous avez fait 50 ans au service public, c'est énorme. Vous méritez de vous reposer. Et d'ailleurs, je dis toujours que quand il sera en Voméka à ce moment-là, bon, j'irai le voir et je lui dirai comment rédiger les mémoires. Parce que finalement, il risque même un jour de partir. On n'aura pas la chance d'avoir ses mémoires. Et c'est ça le gros héritage qu'on doit avoir de lui, de pouvoir dire quelque chose. Vous, je trouve ce camp que ce sont des assassins. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que je me bats. Je ne me bats pas contre le président. Je me bats contre ce camp-là. Je veux, je veux qu'il ne se représente pas, qu'il ne gagne même pas, parce que c'est une mesure salutaire pour le pays, n'est-ce pas? Il faut qu'il écrive ses mémoires. Et les gens sont en train de faire en sorte qu'il ne pourra pas écrire ses mémoires. Parce que quand il écrira ses mémoires, vous saurez beaucoup de choses. Comprenez? Donc vous comprenez ma stratégie là? Absolument. Oui, il y a beaucoup de choses qui se disent sur la façon avec laquelle le président de la République du Cameroun fonctionne. Oui. Est-ce que vous, en tant que conseiller, c'est juste un titre fictif ou alors vous avez la possibilité de lui faire des notes, de savoir s'il vous lit, non, ce n'est pas un titre même s'il n'applique pas? Non, ce n'est pas un titre fictif. Parce que d'abord, quand je suis arrivé au palais il y a 8 ans, bon, je me suis rendu compte que, et c'est là où à ce moment les gens ont commencé à s'étonner, parce que, j'ai dit, ici il y a un vide de stratégie. Il n'y a pas de stratégie, alors que là, ça doit être le cœur de la stratégie du Cameroun. Le cabinet civil, vous le connaissiez que par les aspects protocolaires, exactement, les aspects d'intendance, et ainsi de suite. Alors que moi, je me rendais compte que c'est ça le centre d'impulsion. Ça doit être le véhicule qui porte le projet présidentiel, projette le projet présidentiel, n'est-ce pas, et qui doit veiller à ce que le projet présidentiel se réalise. Et comme vous aviez beaucoup de gens qui n'étaient pas dans cet état d'esprit, j'ai des jeunes collègues qui pourront vous le dire, à partir de la tête de ce cabinet qui ne se rendait pas compte que c'était cela, vous pouvez être en porte-à-faux. Quand j'ai commencé à faire mes notes en disant que mon travail, ce n'est pas d'attendre que le chef de l'État me donne des instructions, mais je dois regarder l'environnement, regarder ce qui se passe, n'est-ce pas, et voir ce qui ne va pas. Et j'avais des collègues qui se rendaient compte que mais voilà un conseiller qui est arrivé, qui a écrit des tas de choses, mais ça ne bouge pas parce que ceux qui étaient là disaient, un jour il y a un haut responsable qui m'appelle et qui me dit que quand il voit le rythme auquel je sors les notes, qui me dit, mais vous savez, peut-être je ne vous ai jamais donné le job description. J'ai dit, il était temps. Alors, je regarde le job description, il me dit, le conseiller technique traite du dossier que le chef de l'État lui cote. Je dis, mais depuis que je suis, elle ne m'a pas coté le dossier. Je dois poser les bras et attendre, n'est-ce pas? Je dis, non, je ne l'entends pas de cette façon. Ce n'est pas ça pour moi le travail d'un conseiller. Mais est-ce que le président de la République vous donne l'occasion de lui dire? Parce que je dis qu'il lit tout. Biya, c'est en fait, je comprends pourquoi il bavarde. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment qu'on bavarde. C'est le mot du Cameroun. Mais là, vous allez faire le Congo, ça, n'est-ce pas? Mais le président, c'est quelqu'un qui est un studieux. C'est comme ça que je le décris. Parce que j'ai vu les présidents américains, vous aviez Reagan, vous aviez Kennedy qui aimait les notes, c'est-à-dire qui était structuré intellectuellement il aimait les notes. Le problème des notes, c'est que ça vous oblige vous-même à structurer votre pensée, parce que la note doit être d'une page et demie au maximum. Exactement. Et moi, j'aime ça, vous voyez. Et quand j'écris au président, il lit. Il lit. C'est pas qu'il lit pas, il lit. Mais le problème, c'est l'organisation du travail gouvernemental.
il donne des instructions. Je ne dis pas qu'il n'est pas responsable, hein, parce que je dis toujours que c'est lui l'ultime responsable de son système. Parce que je dis souvent, vous ne vous souvenez pas des ministres de Churchill, mais vous vous souvenez de Churchill. Vous ne vous souvenez pas des ministres de Kennedy, mais vous vous souvenez de Kennedy. Même chose pour De Gaulle. Il porte le bilan. Voilà, il porte le bilan. Voilà. Mais je regarde bien l'organisation du travail. Vous voyez, dans le même pays, vous avez c'est comme deux instances exécutives. Vous avez le Premier ministre, et vous ajoutez toujours une petite à côté du chef du gouvernement. Mais comme si il fallait le dire suffisamment pour que vous sachiez qu'il est chef du gouvernement. D'accord? Et quand le travail se fait à ce niveau du gouvernement, il n'est pas fini. Il y a toujours fort à parier que quand il va arriver au niveau du secrétariat général, ils vont recommencer. Mais au niveau du secrétariat général, ce n'était pas de recommencer un travail, c'était de faire de la veille stratégique. C'est-à-dire de s'assurer, que ce soit au cabinet civil ou au secrétariat général, que le travail qui est fait en bas est en alignement avec l'ambition politique du chef de l'État. Et alors, ça devrait se faire comment? Pour ça que ce n'est pas toujours d'augmenter le nombre de gens. C'est que le président, avant chaque année ou bien avant chaque mandat, les gens s'assoient. Le président dit, moi j'ai promis aux populations que à ma sortie, je vais avoir 100% de taux d'accès à l'électricité. Je veux que, à la sortie de ce mandat, le train dans l'axe nord soit déjà, n'est-ce pas, à Maroua, ainsi de suite. Dans l'axe ouest, à Bafoussam, Bamenda. Dans l'axe sud, arrive jusqu'à Samelima, voire Ouesso, c'est-à-dire à la frontière avec le Congo. Sur un certain nombre de secteurs, par exemple, que vous avez aujourd'hui un taux de médecins généralistes par habitant qui est de 15 000 à 20 000, vraiment c'est un taux absolument exécrable. Comment avoir un médecin pour 5 000, ainsi de suite, spécialiste pour 7 000 et tout ça. Vous voyez des indicateurs. Comment ne pas avoir 80 élèves par classe, mais avoir 30 élèves par classe, parce que je dis ça parce que je vais dire quelque chose par classe, n'est-ce pas? Et là, quand chaque ministre passe avec le chef du gouvernement, vient avec son plan d'action et sa feuille de route. Pour atteindre cet objectif. Au niveau de la présidence. On s'assoit, on travaille. On se dit, OK, on est d'accord. Ou bien on doit changer. Non, vous dites que c'est... Non, vous mettez 85%. À quoi on s'assoit? Et le ministre, là, le Premier ministre signe. Et de l'autre côté, on signe. Et vous avez un plan d'action, une feuille de route. Publié. Dans la transparence la plus totale. Vous allez voir des gens qui vont démissionner demain. On a publié les feuilles de route. Il y a des gens qui... Non, on n'a pas publié. Non, on n'a pas publié. Non, non, il avait dit qu'il attendait les feuilles de route de ses ministres. Oui, mais donc on n'a pas publié, parce que vous n'en avez pas vu. Les ministres étaient censés le lui remettre. Oui, mais vous n'en avez pas vu. Mais il y a quand même des actions. Vous avez vu il donne les instructions dans ses discours. Il dit qu'il va faire ceci, il va faire ça. Mais en même temps, ce n'est pas à lui de le faire. Vous le dites, il faut l'implémenter à travers les ministres. Mais c'est bien ce que je suis en train de vous dire. C'est l'organisation du travail qui est mal faite. Et après, il faut avoir le contrôle du travail. Mais si ceux qui sont censés contrôler se mettent à penser que c'est eux qui doivent faire le travail, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris comment il fallait organiser le travail. Mais monsieur, si de l'intérieur, vous n'avez pas pu impacter, parce que votre sortie aujourd'hui, votre cri, c'est comme un ras-le-bol. Si vous n'arrivez pas à impacter, vous estimez que vous n'arrivez pas à faire bouger les lignes autant que vous le voudrez, on a envie de dire, comment on va faire à travers le mouvement Agir, par exemple? Je dis d'abord, le président doit se reposer, c'est ce que je suis en train de dire. Donc pour vous, il n'y a pas une autre solution le nouveau candidat, Paul Biya doit se retirer. Mais enfin, on dirait, je ne suis pas en train de parler mandarin là. Je vais aussi que mes téléspectateurs et moi-même, on a très bien compris. J'estime qu'il a suffisamment travaillé, n'est-ce pas, et qu'il mérite de se reposer. Par contre, le nouveau candidat, il y aura une réorganisation du travail gouvernemental tel que je suis en train de le dire. Il y aura plus ces deux niveaux de travail qui sont en fait des niveaux, les gens sont en train de se marcher sur les pieds. Mais vous n'êtes pas en train de présenter le mouvement Agir comme un parti politique pour autant. C'est un mouvement social, ce n'est pas dans la description que nous avons lue. Est-ce que là on est en train de parler d'Agir? Parce que je suis en train de vous dire que je vais soutenir un candidat à un moment donné. Je l'ai même dit qu'à un moment donné, je vais soutenir un candidat et à ce candidat, mais vous le ferez à travers le mouvement que vous venez de lancer qui s'appelle Agir Act en anglais. Oui, absolument, éventuellement. Qu'est-ce que vous visez à travers ce mouvement, M. Pendey? À travers ce mouvement, ce que je vise d'abord, c'est le changement de l'état d'esprit des gens. Parce que vous voyez, et vous avez dû le voir, madame, comme nous, il y a un terme là, dès que ça dépasse, on dit biaboya. On va faire comment? C'est-à-dire que nous vivons dans le défaitisme, dans le fatalisme, le ciel nous tombe sur la tête, nous subissons la vie, nous subissons l'avenir, nous subissons le cours des choses. On ne fait jamais comme si on pouvait changer le cours des choses. C'est un état d'esprit qui s'est installé. Vous appelez les Camerounais à se réveiller et à changer, à prendre leur destin en main. C'est comme ça que ça se fait, pas à subir la vie. Et c'est ça qui fait en fait la prolifération des églises réveillées, parce que vous envoyez votre destin à une tierce partie
n'est-ce pas? Et qui d'ailleurs, plus vous priez, plus nous avons des problèmes. Vous comprenez? Parce que jamais vous vous dites que nous pouvons prendre notre destin en main et le changer. Il y a des gens qui me parlent des APE, c'est-à-dire des accords de partenariat économique. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les Européens, eux, ont fait leur accord, ils ont conçu leur projet d'accord de partenariat économique, je n'ai pas à leur reprocher, c'est eux qui l'ont fait, c'est normal. Bon, ils sont venus nous le vendre. Mais vous avez conçu quel projet? Vous avez conçu un projet de partenariat économique avec le Nigeria. Vous avez conçu un projet d'approfondissement de la région, de rendre la région viable. Une région dans laquelle le Cameroun se situe, la région d'Afrique centrale, dans laquelle le Cameroun a une position privilégiée. Parce que le Cameroun est à la fois voisin du Nigeria, donc quelque part avec la CEDEAO, et ensuite dans la CEAC. Et là, vous êtes dans un bassin de pratiquement 350 millions d'habitants, c'est 350 millions de consommateurs inexploités. Mais si vous avez la volonté de changer, si vous avez la volonté de faire de la ville de Douala la conurbation portuaire qui va, par exemple, de Limbe jusqu'à Kribi en passant par Tico, n'est-ce pas, de faire une place qui devienne le siège social des multinationales qui viendraient dans la sous-région, de rendre ça beau, de rendre ça attractif, de faire en sorte qu'une fois qu'on arrive à Douala, à l'aéroport, on peut joindre n'importe quel coin, n'est-ce pas, de l'Afrique et ainsi de suite. C'est cette vision. Il faut que le leadership, c'est pour ça que j'en parle, que le leadership ait une vision. Et quand il a cette vision, n'est-ce pas, il met la volonté à transformer, n'est-ce pas, à matérialiser sa vision. Et en matérialisant cette vision, le nombre de fois, le commerce que vous ratez, les opportunités que vous ratez avec le Nigeria, 200 millions d'habitants, n'est-ce pas, vous pouvez tout leur vendre. Si vous facilitez, déjà vous rassurer qu'il y a beaucoup de candidats qui sont conscients comment on dit ça? Je peux déjà vous rassurer qu'il y a plusieurs candidats qui sont tout à fait conscients de la nécessité aujourd'hui de développer les relations avec le Nigeria. Alors, on a Akeru Mouna, on a Joshua Ozi, vous comprenez que maintenant la matérialisation de ça, ce n'est pas comme disent les Anglais, it's not lip service. Quand vous le dites, ça ne suffit pas. Ça veut dire simplement qu'il faut approfondir l'intégration régionale. Et vous avez des choses comme les mécanismes de compensation. Vous l'avez proposé, M. Penda Ikoka, parce que de nombreux acteurs économiques au Cameroun, même lors des discours rassemblant des chefs d'État de la sous-région ou avec l'Afrique de l'Ouest, ont estimé qu'il était presque utopique de penser qu'on allait faire des échanges avec l'Europe en laissant le Nigeria à côté. Tout le monde le sait depuis des années, mais personne n'a jamais matérialisé cela. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Parce qu'aujourd'hui, vous devriez être à même, à travers une chambre de compensation, voilà un instrument qui est simple. Que quand vous importez du Nigeria, ce que vous devez faire, c'est de signer un chèque, n'est-ce pas, à l'exportateur nigérian. Vous lui signez un chèque en CFA, il prend le chèque, il dépose ça à sa banque, et à sa banque, là-bas, il y aura une chambre de compensation. Comme vous le faites avec quelqu'un d'autre ici, il y aura une chambre de compensation. Ça fait partie des mesures que l'on peut oui, parce que c'est une mesure qui va faciliter. Vous avez dit tout à l'heure que si vous mettez là-dedans les TIC, ça va encore être beaucoup plus facile. C'est un secteur encore complètement inexploré, même si pour le moment on entend parler de révolution numérique. N'empêche que ce que vous avez réussi à faire, c'est que les opérateurs de téléphonie mobile sont devenus des opérateurs financiers sans qu'il y ait une législation qui les accompagne. Et qu'est-ce que ça a eu comme résultat? C'est que les PME et les PMU qui faisaient dans ce secteur de transfert d'argent, n'est-ce pas, ont été affectés parce qu'ils sont en train de mourir. Et simplement parce que vous qui étiez censé être le leadership doit être la vision, créer des législations, protéger, prévenir, parce que c'est ça le sens d'un leadership. C'est de prévenir, c'est d'être proactif, c'est d'anticiper, tout le temps anticiper, c'est de voir où le monde est en train d'aller et de saisir les opportunités du monde. Avec Paul Biya ne peut pas voir le monde dans sa globalité, il est trop isolé. Vous avez dit que vous allez soutenir un candidat à cette élection. J'estime que le monde va très vite et le Cameroun va trop lentement. Donc Paul Biya n'est plus à la hauteur. Il doit se reposer.